Alors, eh bien, même exercice. On va demander à Ripa de me rejoindre. Et on l'applaudit. Alors, mademoiselle, on vous écoute. Bonjour, je m'appelle Ripa. Je suis en première bac professionnel accueil à Gagny. Dans mon pays, le Bangladesh, les femmes doivent faire face au teasing. Les groupes d'hommes attaquent les jeunes femmes. Si j'étais une super-héroïne, toutes les femmes dans tous les pays du monde seraient libres de leurs mouvements et de leur corps. Toutes les femmes sont belles dans leur cœur et dans leur corps. Et vous en êtes une des représentantes. Merci. Alors, bravo Rita. Donc je vais demander à Camille Emmanuel, chroniqueuse indépendante et auteure de Paris couche-toi là, de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Je vais avoir des notes parce que j'ai pas forcément des années de prise de parole en public derrière moi. Donc je m'appelle Camille Emmanuel, je suis journaliste, chroniqueuse sur la culture érotique, la culture porn, les sexualités, je tiens au pluriel, le féminisme et le genre. Et donc voilà, je suis auteure de Paris couche-toi là, qui est une enquête pour savoir si Paris était encore une capitale des plaisirs. Alors le résultat de l'enquête, c'est oui, mais je vous incite quand même à acheter le livre pour voir en quoi c'est encore une capitale où on peut s'amuser. Je suis ici pour parler empowerment et sexualité, mais avant je vais vous raconter une petite histoire, une petite anecdote. J'étais sur une terrasse et j'écoutais des hommes et des femmes discuter à côté de moi. Et j'ai tendu l'oreille, et j'étais indiscrète, et j'ai entendu ces mots-là. Évidemment, elle est passive, et puis bon, assez cérébrale, comme beaucoup de femmes. C'est un homme, c'est lui qui prend les décisions. Il doit être performant, efficace. Elle a du mal à lâcher prise. Peut-être qu'elle devrait aller voir un psy. Il ne contrôle pas son énergie, c'est comme ça, c'est un mec. À votre avis, on parle de quoi? On parle du monde du travail? On parle de cercle politique? Eh bien non, on parle de sexe. Il y a autant de stéréotypes qui circulent aujourd'hui sur la sexualité féminine, sur la sexualité masculine, que de stéréotypes sur les hommes et les femmes dans le monde du travail et dans la société en général. Et les uns ont des conséquences sur les autres. Quand les médias et la société véhiculent l'image de la femme fragile, douce, gentille, qui aime bien le sexe, mais pas plus que ça, qui est ladylike et qui n'est pas dirty girl, on enferme cette femme-là dans un rôle secondaire, un rôle de good girl, qui est douée pour tous les métiers du soin et l'éducation, mais pas forcément ceux du leadership. À côté de ça, quand on véhicule l'image de l'homme uniquement pénétrant, qui assure sexuellement, qui, excusez-moi l'expression, bande quand il faut bander, qui est dans la performance et la conquête, qui est dominé par sa folle libido, on enferme cet homme-là dans un rôle de dominant, de conquérant, de winner. Donc lutter contre les stéréotypes sexuels, avoir un discours plus libre, plus nuancé sur la sexualité, c'est aussi lutter contre les stéréotypes et les inégalités économiques, sociales et politiques. On disait dans les années 70 que le corps était politique, mais le sexe l'est aussi. Alors je vais vous parler de sexpowerment. Vous connaissez sûrement l'empowerment. La sociologue Marie-Hélène Baquet définit ainsi ce terme: le processus par lequel un individu ou un groupe acquiert les moyens de renforcer sa capacité d'action, de s'émanciper. Alors j'aime bien les néologismes, donc j'ai créé le concept de sexpowerment. C'est lorsque la réelle libération sexuelle, féminine et masculine fait partie intégrante de ce processus d'émancipation. Alors je vais apporter des nuances à ce discours. Quand je dis libération sexuelle, je ne veux pas dire libertinage. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut tous intégrer une société néo-hippie et baiser tout le monde toutes les heures, etc. C'est pas ça. La libération, c'est la recherche de son propre désir, de ses propres plaisirs, en dehors des codes religieux, moralistes, mais aussi des codes médiatiques. La libération, c'est aussi récupérer la parole sur le sexe. Cette parole sur le sexe, ainsi que l'industrie du sexe, ont longtemps été confisquées par les hommes. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Preuve en est l'essor de la pornographie féministe, ou la pornographie réalisée par des femmes. Il y aura Erika Lust, qui est invitée cet après-midi, qui va faire un speech. Et c'est un des modèles de cette pornographie intelligente et excitante. Deuxième nuance, libération ne veut pas dire hypersexualité.
Je ne suis pas en train de dire aux femmes ou même aux hommes qu'il faut être des Wonder Woman de la chambre à coucher, qu'il faut avoir 5 orgasmes par jour, 23 sextoys et acheter plein de bougies pour mettre autour du lit pour faire plaisir à son chéri le samedi soir. Non, c'est pas ça. La vraie libération, c'est la promotion de l'érotisme comme un art de vivre, comme une culture, comme quelque chose que l'on peut s'approprier toute sa vie. C'est pas baiser plus, c'est baiser mieux. Troisième nuance, libération féminine, évidemment, je crois que je n'ai même pas besoin de le dire, mais ça ne veut pas dire guerre contre les hommes, au contraire. Ils sont tout autant victimes de clichés que nous. Bon, alors nous, on n'arrête pas de nous dire, est-ce que vous avez des orgasmes clitoridiens ou vaginaux? Eux, ils ont 2 sources orgasmiques, mais on ne passe pas du temps à leur demander s'ils sont péniciens ou prostatiens. Mais ils ont quand même évidemment tout à gagner d'un meilleur dialogue entre les sexes. Bon, là, je tiens là de grands discours, mais concrètement, en quoi consiste ce sexpowerment? Je ne vais pas vous parler de recettes, mais je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Évidemment, quand on parle de sexualité, on ne parle pas de recettes toutes prêtes. Il n'y a que des bons ingrédients à découvrir, à tester, à déguster si on veut ou pas. Moi, je suis issue d'une famille où on ne cuisinait pas, et j'ai découvert à quoi ressemblait une gousse d'ail à 18 ans. En ce qui concerne les questions de sexualité et de féminisme, c'est un peu la même chose. J'ai mis du temps à trouver des réponses à mes questions. J'ai mis exactement 20 ans, parce qu'aujourd'hui j'ai 34 ans, donc j'ai commencé à 14 ans. Je n'étais pas précoce, mais c'est au moment où on commence à se poser toutes ces questions. Je me définis aujourd'hui comme sexe positive féministe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je considère que la libération sexuelle fait partie intégrante de l'émancipation féminine. Et je m'oppose aussi à un féminisme normatif, moralisateur, victimaire ou culpabilisant. J'ai une amie performeuse de New Burlesque, j'en reparlerai tout à l'heure, mais qui se définit comme féministe en barésie. J'aime bien l'expression. Je me définis comme féministe en porte-jartel, ou féministe en porte-jartel et barésie. Enfin bon, après, on peut développer ça. Mais je ne suis pas née avec le petit point levé et le rouge aux lèvres. Il y a derrière un parcours semé d'embûches. Je pense que j'ai autant changé d'opinion que de coupe de cheveux, avec des fois des désastres capillaires. Il y a eu 3 volets dans cette réflexion. Le corps et l'apparence, le sexe et les rapports hommes-femmes dans la société. Je vais vous raconter à chaque fois une petite anecdote et ce parcours de sexpowerment, comment je l'ai vécu. Alors le corps tout d'abord. On va faire retour vers le futur. Mon Dieu, Marty McFly, nous sommes en 1997. J'ai 17 ans et j'ai une amie au lycée qui me dit que ma mini-jupe et mon rouge à lèvres, ça fait vulgaire et puis ça fait pas très féministe. Je me souviens à l'époque que dans ma chambre, moi j'étais un peu bizarre, mais dans ma chambre, j'avais accroché le portrait d'Olympe de Gouges, mais aussi celui de Marilyn Monroe. Et j'ai mis des années à pouvoir mettre du rouge à lèvres sur le portrait d'Olympe de Gouges, à réconcilier féminisme et ultra-féminité. Il y a 2 choses qui m'ont marquée. D'une part, la lecture de Judith Butler, Trouble dans le genre, qui m'a fait comprendre que si le genre était une performance, alors moi aussi je pouvais m'amuser avec les codes de féminité, que ça ne m'enfermait pas dans un rôle, puisque c'est moi qui choisissais ce rôle. Je suis passée à ce moment-là d'objet sexuel subi à sujet sexuel choisi. La deuxième expérience, c'est que j'ai ensuite passé beaucoup de soirées dans le milieu new burlesque. Donc des soirées où les femmes s'effeuillent, mais c'est aussi des soirées où les femmes sont tout sauf naturelles. Fossiles, talons hauts, jartelles, corsets, tenues extravagantes. Elles jouent avec les codes de la féminité, et parfois, souvent même elles s'en moquent. Et elles font sur scène ce que je lisais avec Judith Butler, le genre est vécu comme une construction performative. À ce moment-là, il ne s'agissait plus pour moi de passer 2 heures dans la salle de bain pour essayer de ressembler à une top modèle, mais une top modèle naturelle, ou au contraire d'y passer que 2 minutes pour ressembler à une fille sérieuse. Il s'agissait de jouer avec les codes de l'ultra-féminité, de m'en amuser, et aussi d'en faire une force. Porter des jartelles et des talons hauts, non pas parce que la société me le demandait, ni pour faire plaisir à mon mec, mais pour me sentir puissante dans la rue, quand les talons ils font tac-tac, et que les bancs en soie crissent quand on marche. J'ai jeté les magazines féminins. Désolée pour les journalistes magazines féminins ici présents. Mais j'ai jeté à la poubelle les magazines féminins. J'ai jeté les crèmes anticellulite. J'ai jeté mon abonnement chez l'esthéticienne qui me proposait des instants plaisir, alors qu'elle me torturait en fait, en me pilant le maillot. J'ai refusé de ressembler à Barbie, d'être un corps lisse. Mais j'ai fait aussi un petit fuck à ceux qui me disaient que les tatouages ou les mini-jupes en cuir, ça faisait vulgaire. Le corps, l'apparence,
sont un merveilleux terrain de jeu. On peut être vierge un jour, catin le lendemain, l'un et l'autre le surlendemain. Je vais reprendre ma petite machine à remonter le temps. Là, j'ai 18 ans. Après mes cours de biologie en 4e C, je sais très bien placer mes ovaires et mon utérus sur un schéma. Par contre, le reste de mon sexe, terra incognita. J'essaye donc d'en savoir plus. Je lis des magazines pour savoir si le point G existe. On me dit que oui, puis que non, puis qu'en fait si. Lors d'une soirée entre copines, j'ai une amie, elle, qui me dit qu'elle est multi-orgasmique, alors que moi, j'en ai même pas eu un. Et je tombe plus tard sur un amoureux qui me demande de me doucher avant chaque rapport sexuel. On me dit aussi que l'orgasme féminin, c'est dans la tête. Donc je me dis que je vais aller voir un psy. Depuis, j'en ai fait mon métier, mais j'ai réalisé des centaines de reportages sur la sexualité. J'ai rencontré pour ça aussi des centaines de femmes et j'ai réalisé qu'il y avait une méconnaissance profonde de la sexualité de la part des femmes. Je ne veux pas réduire le plaisir à une planche anatomique, mais la connaissance de notre corps est essentielle et ça permet, cette connaissance, de tuer pas mal de clichés. Il y a une urologue australienne qui s'appelle Helen O'Connell qui, en 1998, a publié la première véritable étude sur le clitoris. On a dû attendre 1998 quand même, alors qu'avant, le sexe masculin avait été analysé en long, en large et en travers. Désolée, messieurs, pour l'image. Il avait été disséqué. Nous, on a attendu 1998 et on a réalisé avec cette étude que ce sexe, enfin ce clitoris, à l'extérieur et à l'intérieur, était 2 à 3 fois plus gros que ce que pensaient les médecins et 10 fois plus gros que ce que pensaient les femmes. C'est également l'organe le plus sensible qu'on puisse trouver chez l'être humain, avec 8000 terminaisons nerveuses. En comparaison, le pénis, lui, n'en possède que 6000. On peut se poser la question, où est le sexe faible ? Il y a aussi beaucoup de clichés sur les hommes. On dit que les femmes sont multi-orgasmiques, mais les hommes ont 2 zones orgasmiques, leur sexe et leur prostate. Et pourtant, beaucoup pensent, excusez-moi l'expression un petit peu vulgaire, mais que pour un homme être pénétré, c'est un truc de pédé. Alors qu'ils ont la possibilité de jouir sans la pression d'être en érection. Et cette liberté-là, ça peut être quelque chose justement de libérateur. Quand les hommes découvrent ça, ça leur permet de sortir de la vision phallique de leur sexualité et d'explorer d'autres rythmes, une autre façon de faire l'amour. Toujours en parlant de sexualité, je me bats contre la disparition du mot préliminaire. Je voudrais qu'on le supprime du dictionnaire. Préparer à quoi ? Il faut sortir du schéma préliminaire, pénétration, dodo, pour explorer toutes nos zones érogènes et, si possible, dans le désordre. Je parle ici du corps, mais une des zones érogènes les plus importantes chez la femme et chez l'homme, c'est le cerveau. Or, on a la chance d'avoir des merveilleux outils pour nourrir notre fantasmatique. La littérature érotique, la littérature pornographique, c'est celle qui se lit à une main, mais aussi les vidéos porno. Il y a depuis 10 ans, en Europe, se développe une pornographie féministe, alternative et queer. Alors, regarder ces films, c'est certes s'exciter, c'est fait pour ça, mais c'est aussi ouvrir sa vision de la sexualité. On sort du schéma homme pénétrant et dominant et femme soumise au sexe ouvert à tous et à toutes. On y découvre que le sexe est un carnaval. On peut bouleverser les codes, être féminine et virile à la fois. Et les hommes aussi peuvent être les deux. Ce qui se joue dans le sexe a des impacts sur ce qui se joue dans la société. Quand on s'autorise au sein du territoire sexuel cette fluidité dans le genre, cette liberté, on se sent aussi plus libre dans la rue, dans le monde du travail, partout. Dernier voyage avec la machine à remonter dans le temps. J'ai 20 ans, je suis journaliste pour Radio France et j'interviewe un homme politique important. Je ne citerai pas le nom, mais ça ne commence pas par D et ça ne finit pas par K. C'est un autre homme qui me dit avec condescendance, quand j'interviewe, tu ne peux pas comprendre tous ces débats, ma jolie. Je reste sans voix et le lendemain, je vais bosser en jean, en basket et avec les cheveux sales. Quelques semaines plus tard, un prof de fac, en rendez-vous individuel, me propose de m'aider pour obtenir une bourse, tout en posant sa main sur ma cuisse. Je suis partie en courant. Ce sexisme ordinaire, on le vit toutes. On vit aussi au quotidien le harcèlement de rue. Et la réaction naturelle face à ça, c'est la colère, évidemment, et parfois la colère contre les mecs en général, mais c'est aussi parfois la culpabilité ou l'effacement d'une partie de notre féminité. Alors on peut s'enfermer dans le rôle de victime, mais on peut aussi essayer de décrypter les codes. Pendant 2 ans, j'ai organisé avec une performeuse qui s'appelle Louise Deville des ateliers drag king. Donc il y a drag queen et il y a drag king. Le principe, on se transforme,
on vit l'expérience de se transformer en homme pendant 2 heures. On se met des poils, on se bande les seins et on se met un service 3 pièces dans le slip. Mais ce n'est pas juste du déguisement. C'est bon. La virilité est encore associée aujourd'hui à l'autorité et à la crédibilité. Très bien. Allons voir comment ça marche alors. On apprend à s'asseoir comme un homme dans le métro. Encore plus écarté normalement. À marcher dans la rue comme un homme, à trinquer, à serrer la main, à rentrer dans une pièce de réunion avec des hommes. On est bien sûr dans la caricature de la virilité, mais qu'est-ce qu'on découvre? Que nous, on a imité plus jeunes nos mères, nos tantes, nos copines, pour être une femme. On nous a appris à être souriante, à être avenante, à être souple. Les hommes aussi ont copié leur aîné, on va être plus comme ça. Et ils ont appris ces codes. Donc si nous, adultes, on apprend ces codes, on peut en jouer et ne plus les craindre. Beaucoup de jeunes femmes m'ont confié qu'après les ateliers, elles marchaient différemment dans la rue après. Elles s'étaient réappropriées l'espace urbain. J'aime beaucoup le film Le Magicien d'Oz, et Dorothy, dans ce film-là, quand elle rencontre le robot, elle en a peur, elle est impressionnée. Et puis tout d'un coup, elle va comprendre, c'est juste un mécanisme, c'est des boulons, c'est tout un mécanisme scientifique. Et du coup, elle n'en a plus peur du tout de ce robot. Et en plus, ils deviennent copains. Donc je pense qu'on peut tout être des Dorothy, avec la virilité, et si possible, Dorothy avec des jolies chaussures rouges. Je vais à présent conclure mon speech. Aujourd'hui, je continue à faire des reportages un peu partout en France et dans le monde, à essayer de comprendre comment les individus, les couples, les sociétés vivent la question de l'amour, de la sexualité et du désir. Je remarque que nos sociétés occidentales, en crise, se crispent sur les questions de sexualité. Et il y a une fâcheuse tendance au retour du puritanisme et même de la pudibonderie. On va forcément juger sexiste la pornographie. Sur les réseaux sociaux, on assiste à des vagues de slut-shaming. Slut-shaming, c'est ce procédé qui consiste à culpabiliser ou à faire sentir inférieure une femme dont l'attitude ou l'aspect physique sont jugés provocants ou trop ouvertement sexuels. Je pense, vous l'avez compris après mon discours, que si on va dans ce sens, on fait fausse route. Je prône donc le sex powerment, l'empowerment qui va de pair avec la libération sexuelle. Je pense qu'il est temps d'avoir un discours libéré, clair et ouvert sur les sexualités hétéro et LGBT, sur le corps, sur les plaisirs. Il est temps d'accepter les diverses identités sexuelles et amoureuses. Il est temps de dire qu'entre adultes consentants, tout est permis. Le sexe est un terrain de jeu et le fantasme est libre. Il est temps de voir que les frontières ont bougé entre les notions autrefois rigides de féminité et de virilité, entre la norme et le hors-norme, entre ce qui est sale et ce qui est noble. Il est temps de reconnaître la forte libido féminine sans en avoir peur. Il est temps de redonner ses lettres de noblesse au mot érotisme. Il est temps enfin d'assumer, homme comme femme, notre liberté, notre créativité, notre personnalité sexuelle, quelle qu'elle soit. Jouissons sans entrave, lisait-on sur les murs en 1968. Moi, j'aurais envie de taguer « Jouissons tout court ». Merci Camille.